Abstenir de rendre un dernier hommage à cette illustre personnalité qui représentait bien plus qu'un leader politique, respecté, apprécié de tous. Je voudrais ici souligner à quel point sa disparition constitue une perte inestimable pour nous et pour la nation toute entière. Idriss Aboud Ali représentait à nos yeux, bien plus qu'un président de l'Assemblée nationale. C'était pour moi un ami très cher, un camarade de principe, un compagnon loyal, fidèle et ébloui des idéaux de paix, de la solidarité et d'équité sociale. Que Dieu et son âme ait bien encore de sa miséricorde. Amen. Chers collègues, vous le savez tous, l'année qui vient de s'écouler a été très riche sur le plan politique. Notre présence ici, de tous les députés, de la majorité comme l'opposition, ensemble, dans l'hémicycle, est la meilleure illustration. L'accord cadre du 30 décembre 2014 constitue une belle épreuve d'un dialogue politique réussi, motivé par des impératifs démocratiques et guidé par l'intérêt supérieur de la nation. Malgré nos divergences d'idées et d'opinions, nous avons su dépasser les querelles triviales et vaines pour le bon sens et de la maturité politique. Cela nous a permis de voir un Parlement représentatif, toutes les sensibilités politiques nationales, où le débat législatif récupère toute son essence. Je félicite nos collègues de l'opposition et invite vivement tous les élus à user de leurs prérogatives constitutionnelles afin d'accomplir leur mandat législatif avec conviction, rigueur et dignité. Chaque année, la présentation annuelle de la politique générale du gouvernement, lors de l'ouverture de la première session ordinaire, nous offre l'occasion de débattre sur le tenant et l'aboutissement des programmes futurs et des réalisations effectuées par l'exécutif. Mesdames et messieurs, bien évidemment, notre pays est jeune. Il est en pleine expansion démographique et en pleine explosion économique. Les besoins de développement sont immenses. Les nécessités de réduction du chômage et de la valorisation du capital humain le sont encore plus. C'est une réalité indubitable dont nous sommes tous conscients. Néanmoins, grâce à la volonté politique inébranlable et audacieuse de notre président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, il faut le reconnaître que la physionomie de notre pays s'est totalement transformée. Sous sa conduite, le gouvernement a concrétisé et accompli de grands projets d'envergure ces dernières années. J'aimerais ici éviter la redondance avec le propos du Premier ministre, en reprenant en détail ces réalisations, mais j'en citerai tout de même quelques-uns. La construction d'infrastructures aéroportières et portières de dernière génération. La construction en cours de 2 nouvelles voies de chemin de fer, densification des réseaux routiers, etc. Sur le plan énergétique, le gouvernement se bat pour la mise en place d'une énergie verte, respectueuse de l'environnement, comme la géothermie, le solaire ou l'éolienne. Dans l'attente de l'entreprise du coût de l'énergie, notamment pour les portefeuilles
les plus faibles de nos concitoyens. Sur le plan social, le chef d'État a axé sa politique de lutte contre les inégalités sociales par la création de 2 secrétariats, l'un en charge du logement et l'autre en charge de la solidarité nationale. Ces 2 départements œuvrent chacun dans son domaine de compétences, l'éducation des logements sociaux, afin de contenir la demande trop forte et la lutte pour la réduction de la pauvreté et de la précarité. Notre participation active à la contribution soutenue dans les forces africaines de maintien de la paix en Somalie et les contacts réguliers noués avec les grandes puissances étrangères, à l'instar des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de la Turquie ou du Japon, etc., démontrent le rayonnement de notre pays sur la scène régionale et internationale. Il ne faudrait pas oublier non plus les chantiers phares de l'exécutif pour assurer une couverture sanitaire complète et élargie à toute la population, toutes catégories socio-professionnelles confondues, par la mise en place de la science maladie universelle. Mesdames et Messieurs, chers collègues, notre pays est engagé dans une phase de profonde restructuration sociale, politique, économique. Bien entendu, nous apportons notre soutien total à ces irréprochables initiatives menées sous l'ambition du chef de l'État, dont l'ambition permanente est de faire notre jeune République une destinée de prospérité et de paix. Le pouvoir législatif n'a jamais manqué et ne manquera pas d'accompagner toutes les actions entreprises par le président de la République et tendant à améliorer le quotidien de notre citoyen. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive l'Assemblée nationale. Président du groupe parlementaire, donc du RPP. J'invite donc au micro l'honorable Ali Chahem, président du groupe FRUD, à prononcer son discours sur la politique générale du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs, le rythme des activités parlementaires obéit à l'ensemble des principes constitutionnels aussi solennels que réguliers. Le mois de mars de chaque année ne déroge nullement à ce rituel, puisqu'il offre à la représentation nationale l'opportunité de faire le point avec le gouvernement sur l'état de la nation. En effet, et nous ne manquerons nullement de réitérer des parts d'informations fournies par l'exécutif et le dialogue postérieur qui se déroule dans cet hémicycle, ce rituel symbolise à merveille les relations d'interdépendance qui lient les législateurs et le gouvernement, unis dans une quête partagée quant au sort positif de la destinée nationale. Pour le groupe parlementaire FRUD, que j'ai l'immense honneur de le servir comme président, sachez que c'est avec beaucoup d'attente que ses membres entendent apporter leur contribution pour la réussite du débat de ce 16 mars 2015, portant sur la politique générale du gouvernement. Pour ma part, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les axes forts de ce discours en effectuant une analyse constructive, quoique succincte à cause du temps limité, en partie en pareille circonstance par notre règlement intérieur. En prélude, il me semble approprié de féliciter le Premier ministre pour nous avoir permis, comme il est d'usage, d'appréhender à la fois la physionomie exacte et détaillée d'une conjoncture nationale comme de la vision politique globale poursuivie actuellement ou projetée, prévue. Concernant la première partie de cette allocation, qui reprenait différentes activités et politiques économiques, le groupe parlementaire FRUD tient à exprimer son entière adhésion et son indéfectible solidarité au choix éclairé du chef de l'État et président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, artisan de l'essor socio-économique de notre pays. Le FRUD, acteur fidèle de la majorité présidentielle,
est le témoin idéal pour relever et apprécier l'impact positif des stratégies de développement menées par notre président et son gouvernement durant la décennie écoulée, qui ont pour corollaire l'avènement d'une forte croissance économique pérenne. Il nous est agréable de souligner les facteurs favorisant ces 15 dernières années une embellie soutenue et continuelle ainsi qu'une croissance annuelle moyenne de 6%. En effet, si notre pays, au demeurant fort peu aidé par la géopolitique, a pu recueillir pareil succès, il nous fait nul doute que la dynamisation du cadre d'affaires, la consolidation d'infrastructures de transport, la valorisation des secteurs à très grand potentiel tels que le tourisme, la pêche, les NTIC, fil conducteur des politiques visionnaires du chef de l'État, en sont les fondements, tout en réitérant notre ferme soutien à l'action gouvernementale. Nous n'omettrons pas de même de rappeler l'importance d'une conscientisation plus accrue de la fibre environnementale dans tout projet économique. À ce stade avancé de mes propos, je voudrais à présent amorcer les seconds axes déterminants à la lumière des enseignements tirés par le discours du Premier ministre et consistant cette fois sur la facette de la répartition des ressources de notre pays en fonction des multiples priorités. Comme il nous a toujours été répété, la République Djibouti est un pays jeune. À cela, ne devrions-nous pas aussi ajouter que le pays est encore jeune, mais confronté à d'innombrables défis. Et à ce sujet, les indicateurs principaux sont au vert. Le tableau est réjouissant. Une attention conséquente a été engagée dans le domaine éducatif, traduit par un taux de scolarisation des filles comme des garçons approchant de 90%, ou encore par une formation professionnelle et universitaire qui n'a rien à voir avec la situation des années 80 et 90. L'accès à l'emploi a sensiblement été amélioré avec la mise en place d'institutions ou le renforcement d'organes existants tels que l'ANPI, l'ODPIC, ANFIP, FDEL, etc. Grâce aux effets positifs des efforts engagés par les plus hautes autorités, beaucoup de succès, il est vrai, ont été engrangés. Pour nous autres élus du peuple, il est surtout question de nous faire les porte-voix de nos électeurs et d'aiguillonner le gouvernement sur les besoins et préoccupations de nos mandants. Ainsi, il est de notre devoir, de par le mandat qui nous a été confié par le peuple souverain, d'exhorter l'exécutif sur les chantiers prioritaires. La lutte contre les inégalités doit être intensifiée, surtout dans les secteurs principaux comme la santé, à travers l'assurance maladie universelle ou encore la protection sociale et la solidarité nationale, par le biais à la fois des programmes, des filets sociaux ou la microfinance et le développement du secteur primaire pour lutter contre la pauvreté. Pour résumer, il nous faut engager plus dans les volets sociaux, autant que l'embellie économique de la croissance nationale nous le permettra. Je ne voudrais pas oublier par ailleurs de dire qu'il nous faut, gouvernement comme parlementaire, de poursuivre avec pugnacité les initiatives opportunes engagées dans la préservation et la protection des droits de l'homme en matière de lutte contre la corruption, dans l'avènement d'une justice forte pour lutter contre la criminalité et le terrorisme, etc. Enfin, le processus de la décentralisation nécessite de notre part plus de moyens alloués aux populations locales. Ce chantier est de la plus haute importance si nous voulons que nos concitoyens soient les propres acteurs de leur destinée, car la politique de proximité est la voie adéquate pour un avenir radieux. La décentralisation, ne l'oublions pas, est un idéal fondamental porté par notre majorité présidentielle, mais aussi une revendication propre à tout Djiboutien. Dans l'espoir que ce temps fort républicain soit couronné de succès, je vous remercie de votre aimable attention. J'invite donc l'honorable Ismaël Gueddi Hared pour présenter donc son intervention sur le discours de la politique générale du gouvernement présenté par le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre et membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les députés et chers collègues,
Monsieur le Président, en tant que représentant des députés de l'USN, je voudrais, à l'occasion de l'ouverture de cette session parlementaire qui coïncide avec votre élection au poste ô combien honorable des présidents de l'Assemblée, vous féliciter au nom de mes collègues de l'USN et en mon nom personnel. Rappelons que nous sommes en République, donc la cohabitation de trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, les législatifs et les judiciaires. La Constitution définit les principes fondamentaux de notre République, l'institution que vous présidez, si elle remplit son rôle, et c'est ce à quoi nous voulons donner un sens par notre présence ici, constitue encore notre pouvoir chargé de contrôler l'action du gouvernement en faisant valoir les intérêts supérieurs de la nation. Le peuple nous a confié une mission, notre responsabilité à nous tous est de veiller à la stricte exécution de cette dernière. Monsieur le Président, nous avons voté pour vous et lorsque j'ai dit nous, les députés de l'USN y compris, malgré que nos voix étaient point déterminants. Vous avez évoqué dans votre discours, je cite, « Je serai désormais le président de tous les députés ». Mais nous voulons aussi que vous rendiez à cette institution un rôle conforme à sa mission originelle, c'est-à-dire partenaire, mais pas courroie de transmission de pouvoir exécutif. Vous êtes un jeune qui a l'avenir devant lui, impulser cette mission républicaine, l'histoire qui s'écrit tous les jours, vous retiendra. Je voudrais également saisir cette occasion en m'adressant à mes collègues de la majorité pour leur signifier qu'il est de notre devoir de jeter les bases d'institutions solides capables de résister aux soubresauts de conjonctures politiques et à même de garantir l'avenir des générations futures. Nous devons mettre de côté l'automatisme partisan et prendre la responsabilité devant l'histoire. Nous jouons notre rôle pleinement et la République du Djibouti nous en sera reconnaissante. Un mot en direction du Premier ministre, vous avez mentionné dans votre discours l'accord cadre gouvernement USN comme une preuve de votre attachement à faire avancer la démocratie dans ce pays. Les participants au congrès de votre parti n'ont pas manqué d'ovationner cet événement. Votre délégation gouvernementale à la commission mixte américano-djiboutienne n'a pas manqué de s'enorgueillir à Washington. Or, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas sans savoir que presque 3 mois après la signature de l'accord, aucun point, et je répète, aucun point de questions immédiates n'est à ce jour réalisé, alors que tout devrait être conclu en un mois. Tout semble se passer comme si le gouvernement exploitait cet accord jusque-là fictif à des fins politiques sans rien céder. L'USN a contre vents et marées mis en évidence devant le peuple et le monde sa ferme volonté de parvenir à l'issue négociée de la crise qui secoue notre chère nation. Nous vous appelons de nos voeux pour que vous respectiez les termes du accord et ceci conformément à vos engagements solennels. La balle est dans votre camp, l'USN et le peuple vous attendent. Merci de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais tout d'abord rassurer le dernier orateur que le gouvernement est disposé à aller de l'avant dans cet accord cadre. Nous n'avons jamais dit que cet accord cadre est mort. Nous n'avons jamais dit non plus que cet accord cadre est actuellement bloqué pour telle ou telle raison. Il y a des difficultés, certes. Il ne faut pas les nier, il faut les dire clairement. Mais ceci n'entend pas notre détermination à aller jusqu'au bout de cet accord. Concernant les questions immédiates, vous le savez aussi bien que moi, que de jour en jour, elle s'est renchérie
nous avions à un moment donné un certain nombre de points sur lesquels on devrait discuter et débattre. Et nous avons par la suite eu d'autres points encore qui sont rajoutés sur celles qui existaient. À tel point qu'on s'est demandé à un moment donné, attendez, on va résoudre cela, on va passer au suivant. Mais si à chaque fois on ramène d'autres points sur dans la discussion, ça sera très difficile. Pour la partie question immédiate était surtout relative aux enseignants qui ont été soit mutés, soit licenciés. Le ministre de l'Éducation nationale vous a déjà dit qu'il était disposé à vous écouter, à essayer de trouver quelle est la meilleure solution. Mais si toute personne, qu'il soit enseignant ou autre, fonctionnaire de l'État, a quitté le pays pour des raisons personnelles et qui se retrouve aujourd'hui à l'étranger, et quand il a entendu parler de l'accord cadre qui a été signé, il a glissé son nom à l'intérieur de vos revendications pour qu'il soit satisfait, alors qu'il ne peut pas dans le pays. Pour le reste, je vous ai dit que le ministre de l'Éducation était disposé. Il y avait que sur 120 revendications enseignants, il ne reste plus que 5 actuellement. Tout le reste était faux. Donc le ministre de l'Éducation va vous répondre sur les 5 derniers qui restaient. Et nous allons ensemble, s'ils sont vraiment, c'était des gens qui sont, ils ont été sanctionnés par leur appartenance à votre groupe USN, je suis tout à fait d'accord pour qu'on les reprenne immédiatement. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il est indiqué, je vais intervenir sur la pauvreté et principalement sur les logements sociaux. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la politique de logement a pris son envol dans notre pays et la vision du Président de la République d'octroyer un logement décent à tous nos concitoyens est désormais une réalité. La construction de nouvelles cités, des logements sociaux, gargares, logements des orphelins, témoigne cet engagement. Non loin d'hier et avant-hier, le chef de l'État remettait pour les uns les clés de logement et pour les autres des titres fonciers. Par ailleurs, lors du congrès du RPP, le président a annoncé la construction de 27 000 logements. Il est donc de notre devoir de saluer ces gestes nobles, de féliciter et d'encourager le gouvernement pour l'entreprise de ce vaste chantier. Cependant, il est aussi de notre responsabilité d'indiquer là où bas blesse pour améliorer les besoins de notre population. C'est pourquoi je voudrais vous informer que dans les vieux quartiers de la capitale, il y a des habitants qui vivent dans des maisons inondées, des maisons usées par le temps, englouties par la réhabilitation des ruelles dont les fenêtres arrivent à peine au même niveau que la chaussée. Une chambre pleine de boue et d'eau nauséabonde, une situation insoutenable et parfois inimaginable. Madame la secrétaire d'État au logement, nous vous demandons donc de donner une priorité à ces habitants vulnérables quant à l'octroi de logements sociaux et en attendant de les secourir pour remblayer au moins ces maisons, par exemple à travers le Fonds de la solidarité. Deuxième point, je vous pose la question, pouvez-vous à l'heure actuelle nous donner une idée sur les futurs logements sociaux destinés aux pauvres? Par exemple, la participation qui sera demandée à la population en termes de loyer, etc.
Voilà la question que j'avais sur le logement social. Maintenant, je vais essayer d'entamer sur mes préoccupations et les préoccupations des parlementaires également. Il s'agit de la jeunesse et la drogue. Monsieur le Premier ministre, le développement d'un pays repose sur son capital humain, en l'occurrence sa jeunesse. C'est pourquoi, dès notre accession à l'indépendance, le gouvernement a déployé d'énormes moyens pour construire cette jeunesse. Cet effort s'est accentué ces 15 dernières années avec une nouvelle vision. En effet, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en a fait une de ses priorités majeures, la promotion de la jeunesse. Pour ce faire, une nouvelle stratégie, tant en termes d'infrastructures que pédagogique, est mise en place pour une meilleure formation académique, professionnelle et sportive. Mais ces actions risquent d'être ébranlées, voire des résultats attendus un échec. Nous ne le souhaitons pas. En effet, un fléau dévastateur présent dans l'environnement éducatif, notamment dans les proximités des établissements scolaires, risque de remettre en cause toutes les actions entreprises par le gouvernement. En outre, on observe ces dernières années la prolifération des substances stupéfiantes vendues dans les proximités des établissements scolaires. Des personnes malveillantes et sans scrupules vendent des amphétamines, des hashish, sans se soucier de la destruction massive de notre jeunesse. La drogue coule à flot et même proposée comme des glaces aux jeunes enfants. Qu'attend donc le gouvernement pour protéger le capital de notre pays, sa jeunesse? Qu'est devenue la brigade de mœurs existante jadis pour réprimer ces malfaiteurs? La situation est très préoccupante. Il faut agir vite, d'une façon coordonnée, puisque la responsabilité est partagée. La population, le pouvoir public, la population, les médias doivent s'y mettre. Merci de votre attention. Merci, l'honorable Aïcha Dabbar. On va passer à la deuxième question. Elle sera posée par l'honorable Hassan Saïd Roumane, donc sur la santé et les transports. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues, tout d'abord, je félicite le gouvernement pour avoir regroupé les deux entités, la direction de l'équipement et le fonds d'entretien routier, dans une même agence ADER, afin d'optimiser les ressources disponibles. Monsieur le ministre, la création de l'ADER vous a-t-il permis d'avoir des moyens supplémentaires tels que le TVA, les recettes de TVA? Est-ce que vous avez attribué un pourcentage pour permettre à l'ADER de bien remplir ses missions efficacement? Si ce n'est pas le cas, ne pensez-vous pas que la tâche de l'ADER serait plus difficile encore, sachant que le parc automobile ne cesse d'augmenter ces derniers temps? Je passe au thème de la santé. Une bonne santé est essentielle au bien-être et au développement économique de notre population. L'État a consenti beaucoup d'investissements financiers pour garantir un système de santé publique efficace. Malheureusement, nos hôpitaux se trouvent dans un état végétatif chronique et ne répondent plus aux besoins de nos malades. Comme vous savez, l'ampleur de ce problème que je viens de soulever est très grave. Que comptez-vous faire pour y remédier? Merci. Salam alaikum. Merci, l'honorable Hassan Saïd Roumane. La troisième question va être posée par l'honorable Dera Elmi sur le commerce et secteur privé. L'honorable Deka, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues, Mesdames et Messieurs les administrateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, je vous adresse, Monsieur le Premier ministre, toutes mes félicitations concernant votre travail d'arrache-pied. Autant de projets ont été réalisés au sud du pays, notamment à Lisebié. Lors de la dernière caravane parlementaire, nous avons effectué un travail de proximité et j'exprime ma joie de voir l'avancement des travaux de finition de l'hôpital régional d'Alisebié et ceux du chemin de fer. Suite aux nombreux projets de satisfaction dans notre région, certaines usines telles que l'usine de carrelage et l'usine de Iljono traversent des difficultés techniques qui ont même causé leur fermeture. Pour plus d'éclairté à la population, je vous demande les états de lieu de ces deux usines. Pouvez-vous nous dire les solutions envisageables pour relancer les activités de ces deux usines qui seront très efficaces pour augmenter l'économie, pour intégrer aussi au développement ou à la décentralisation? Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, avait exhorté aux populations de notre région de se contenter de leurs réalités spécifiques. Comme nous le savons, le Sud et le Nord se distinguent de deux manières. Le Sud et son potentiel sont la terre et le Nord c'est la mer. Cependant, Monsieur le Premier ministre, c'est pour vous dire qu'une bonne exploitation de la terre auront constitué au développement économique d'Alisebié et pourront servir à améliorer les infrastructures de base qui sont en destruction totale. Actuellement, la site de pierre taillée est exploitée par l'établissement Al-Gamil et fonctionne dans de bonnes conditions. Mais aussi, nous réclamons aussi à ce que le route goudronnée ou le pavé soit entrepris dans les quartiers de la région d'Alisebié. Je serai terminé mon intervention sans avoir rendu hommage à notre défunt, le président de l'Assemblée, M. Idriss Arnaoud Ali. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, l'honorable député. J'invite au micro l'honorable Ali Chahani pour poser sa question sur le secteur primaire et la bonne gouvernance. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, j'adresse ma question au ministre de l'Eau et de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques. Des travaux et des études ont été entrepris, traçant les voies et les stratégies propices au développement de la pêche à moyen et long terme. Le gouvernement, à travers la stratégie croissance accélérée et de promotion de l'emploi, vise à promouvoir des secteurs d'activité, dont celui de la pêche. La multiplication de ce projet révèle une volonté politique apparente de diversifier les sources de croissance génératrices d'emplois et qui permettent par la même occasion de lutter contre la pauvreté. Toutefois, l'accès aux opportunités de ce secteur d'activité suppose au préalable l'identification des besoins, des restructurations nécessaires et faire face aux contraintes. Nos préoccupations en tant que représentants du peuple concernant la lutte contre la pêche industrielle des chalutiers battant pavillon djiboutien, ainsi de ceux des Yéménites, dites pêche illicite, il est en effet paradoxal d'entreprendre des actions de promotion de la pêche locale sans avoir mis fin à ces pratiques demeurant des obstacles. Par ailleurs, il convient d'encadrer contre les méfaits de la surexploitation des ressources halieutiques susceptibles de conduire à la dégradation des ressources, voire son effondrement. Comment votre département compte résoudre ces problématiques qui touchent la pêche djiboutienne et nos pêcheurs? Merci. Merci, l'honorable Ali Chaham. J'invite l'honorable Mahdi Momin Hadi pour poser sa question sur l'économie. Bismillahirrahmanirrahim.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que le bien commun dans toutes les transactions marchandes est la monnaie. Vous conviendrez avec moi également que la quasi-totalité des États disposent de leur propre monnaie et excluent toute autre monnaie des opérations qui se déroulent sur son territoire. À Djibouti, le franc Djibouti est la monnaie qui doit s'utiliser dans tous les échanges de produits. Sur notre territoire, il existe des espaces d'activité économique où une monnaie parallèle sert de monnaie de transaction de façon exclusive. Je voudrais attirer votre attention, Mesdames et Messieurs, sur la forte présence de la monnaie éthiopienne sur notre territoire, notamment de Galafi et Galilée jusqu'à la capitale. Vous me direz que c'est dû à la forte croissance économique de notre voisin, que c'est dû à l'énorme mouvement logistique qui s'opère dans cette partie du territoire. Mais est-ce suffisant? Cette monnaie parallèle ne porte-t-elle pas préjudice à l'économie locale? L'utilisation du birr éthiopien dans ces endroits ne déprécie-t-il pas la demande du franc djiboutien, tout en sachant que la masse monétaire en circulation dans le pays diminue, puisque ces parties du territoire djiboutien où les birrs s'utilisent échappent à la demande de la monnaie djiboutienne. Monsieur le Premier ministre, au cours de ces dernières années, c'est le deuxième thème, au cours de ces dernières années, l'Université de Djibouti a développé ses cycles de formation. Le nombre d'étudiants inscrits a fortement progressé, puisque rien que cette année, l'Université de Djibouti accueille plus de 8000 étudiants. Toutefois, cette maturité, cette maturation et ces chiffres cachent une triste réalité estudiantine que connaissent des centaines et des centaines d'étudiants ou d'anciens étudiants de l'université, celle de quitter l'université sans diplôme et sans possibilité de redoubler. En effet, chaque année, toutes filières confondues, des centaines d'étudiants de première année de licence qui ne sont pas admis en deuxième année ne sont pas, de droit, autorisés à redoubler. La raison administrative invoquée est qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir des redoublants qui, dans la grande majorité, ont moins de 21 ans. Être dans aucune voie diplômante à 21 ans est inadmissible et destructible, surtout qu'aucune autre alternative ne leur est visible à l'horizon. Ce qui les envoie directement, Monsieur le Premier ministre, grossir le bassin du chômage et des jeunes non qualifiés. Vous avez mentionné, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, les chantiers des grandes infrastructures qui sont en voie de réalisation partout dans le pays, notamment les ports, les aéroports, les routes, les trains, et j'en passe, comme moyen de lutte contre le chômage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces infrastructures demanderont des qualifications. Or, les départements étatiques en charge de la politique, de la jeunesse, de la formation, de l'insertion professionnelle sont là, avec chacune ses propres prérogatives, et travaillent de son côté sans qu'aucune passerelle ne soit visible. Monsieur le Premier ministre,
ne serait-il pas judicieux de mettre en place une commission ministérielle pour piloter, mettre en synergie et harmoniser les actions de ces départements afin de mettre en place les voies et moyens de lutter efficacement contre le chômage? Quel débouché pour ces jeunes sans diplôme universitaire, tout en sachant que les diplômés, eux aussi, grossissent et représentent un nombre important de ce bassin qu'est le chômage. Le combat contre le chômage est complexe, Monsieur le Premier ministre, et j'espère que nous en sortirons vainqueurs. Merci pour votre très aimable attention. Je vais appeler le dernier intervenant avant les réponses du gouvernement. Donc j'invite ici l'honorable Abdou Kamil pour nous poser sa question sur la défense et sécurité. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs. Il me faut saluer solennellement la récente initiative du chef de l'État qui a fait le déplacement en Somalie. En démontrant par ce geste inédit et courageux l'importance qu'il porte à la cause somalienne et à la place de choix qu'occupe par les aspirations légitimes somaliens et somaliennes quant à l'avènement de la paix et de la stabilité dans leur pays. Ceci porte sur les sacrifices consentis par notre République dans ses efforts de pacification de la Somalie. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, quels sont les moyens humains en matière d'accompagnement spirituel et psychologique que l'État a mis en place afin qu'aucun de nos militaires, en termes de leurs devoirs, ne soit sujet à des aléas post-traumatisme et puisse reprendre normalement leur vie? Aussi, quelle est la fréquence de rotation des congés, sachant qu'un militaire ne doit pas rester au-delà de 12 mois sur le champ de bataille? En réitérant notre profonde gratitude à chacun et chacune de nos militaires composants de l'île 1 et 2, je vous remercie de votre compréhension. Merci. Dernière question de la série. Excusez-moi, Monsieur le Président, de vous interrompre, mais il faudra d'abord que l'Assemblée, la représentation nationale que nous sommes, nous devons respecter notre Constitution. La Constitution est claire à l'article 60. Suite à l'intervention du Premier ministre sur la politique générale du gouvernement, il est d'usage qu'après son intervention, il est suivi de débats. Cela explique, le législateur a bien prévu que la première intervention doit se faire par le Premier ministre. Et après, le Premier ministre, il a toute l'autorité de demander à un ministre d'appuyer sa déclaration par des faits bien précis. C'est ça les règles. Il ne faudra pas que nous contournons les règles. Il faut absolument. Ce n'est pas au ministre que les questions. Les ministres et les parlementaires, nous avons d'autres démarches à faire. Nous avons ce qu'on appelle les questions au gouvernement. À ce moment-là, les députés posent les questions, le ministre répond. Ça, c'est une autre formule. Mais concernant, il est clair, dans le paragraphe de l'article 60 de la Constitution, il faudra absolument que la Constitution doit être respectée, à savoir que la première réponse doit être, c'est son intervention, il faut que le Premier ministre puisse répondre, et s'il veut demander au ministre d'appuyer, il a tout à fait toute la lucidité pour le faire. Merci beaucoup. Les réponses au ministère technique, donc comme il peut commenter lui-même, il peut aussi donc, permettre au ministre de répondre et de prendre la parole après. Le règlement intérieur lui permet, c'est que la Constitution stipule, qu'il intervient après les 3 interventions, c'est qu'il a fait l'honorable député. Donc j'invite Madame Amina à prendre la parole pour répondre aux questions sur le logement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vais répondre à la question qui a été posée par l'honorable Aïcha Dabar, qui a abordé 2 thématiques concernant le logement. La première question porte sur la problématique des quartiers anciens. Je suppose
parce qu'elle a parlé de la situation et du cadre de vie dans ces quartiers-là. La deuxième question concerne donc les loyers qui sont attribués pour les logements sociaux. Pour ce qui concerne la première question, il faut rappeler d'abord que nous avons hérité d'une situation coloniale très défavorable parce que pendant des années et des décennies, l'administration coloniale a fait de ces quartiers des quartiers insalubres. Il était interdit aux gens de construire en dur, il leur était interdit d'être propriétaires donc fonciers, et par la même occasion, ces quartiers étaient installés sur des terrains géographiques impropres à l'installation humaine et aucune infrastructure, qu'elle soit donc routière ou d'évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales, n'était installée. Qu'a fait le gouvernement après l'indépendance? Il y a eu, comme vous le savez tous, des programmes de développement urbain qui ont été donc engagés dans ces quartiers-là. C'était les quartiers, donc les programmes PDUD, programmes de développement urbain, qui se sont écoulés sur une dizaine d'années et qui ont consenti des investissements très C'était fait. Il y a eu des grandes infrastructures d'évacuation des eaux pluviales qui ont été installées, le système d'assainissement a été revu, le système d'adduction d'eau a été revu et la situation de ces quartiers-là a été très améliorée, nettement améliorée. Mais je conviens avec vous, ça n'a pas été suffisant. La situation dans ces quartiers est toujours précaire. Et il y a eu donc une question qui n'a pas été prise en charge dans ces années-là, c'est la question de l'appui, donc de l'amélioration et de la transformation du logement lui-même, où les gens n'ont pas bénéficié d'un accompagnement pour changer le logement. Tout ça, dans le cadre de la politique du logement en cours, va être pris en charge. Vous avez déjà entendu parler du programme Zéro Bidonville. Et en quoi consiste le programme Zéro Bidonville? C'est de réintervenir dans ces quartiers et d'améliorer le cadre de vie et la situation de ces quartiers-là. Mais pour commencer, nous n'allons pas intervenir comme ça. Il faut déjà préparer le terrain. Et en quoi consiste la préparation du terrain? C'est de construire d'abord des zones d'accueil pour les populations qui vont être obligées d'être déplacées de ces quartiers-là, parce que la situation ne peut pas être assainie sans qu'il y ait des gens qui doivent être donc déplacés, parce que des fois les parcelles sont trop petites et ne peuvent pas être reconstruites. Donc le président de la République avait parlé à l'occasion de la construction, de la mise en place d'un programme de construction de 27 000 logements. Et les 27 000 logements, une partie est destinée à l'accueil de ces populations pour que des gens puissent bénéficier d'un logement décent. La deuxième chose qui va se mettre en place à travers ce programme de Zéro Bidonville, c'est la mise en place de crédits matériaux. Donc, les gens vont bénéficier, nous avons déjà commencé avec les maisons des gens qui ont été incendiés, la mise en place d'un programme, donc d'un appui pour que les gens bénéficient de matériaux de construction qui transforment le bâti et leur logement. C'est un programme d'accompagnement social et nous leur donnons donc des crédits à hauteur de 500 à 1 million de francs djibouti et ils remboursent entre 5 000 et 8 000 francs par mois. Donc vous avez vu que c'est un programme qui va transformer petit à petit la physionomie de cette ville. Mais je vous assure que le logement est un secteur prioritaire pour le gouvernement, mais c'est un secteur qui demande des investissements lourds. Le gouvernement est mobilisé, a mobilisé tous les financements nécessaires. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur ces programmes-là, effectivement les pays du Golfe, qui ont consenti, comme vous l'avez su la semaine dernière, des investissements importants pour mettre en place ces politiques de logements sociaux. Pour ce qui est de la mise en place de loyers pour les logements sociaux, je l'avais dit la dernière fois quand j'étais intervenu ici, les logements sociaux, aujourd'hui, le terme n'est plus donc vague. Il y a une définition claire. Qu'est-ce qu'un logement social et à qui il est destiné? Ça, c'est vraiment mis de manière très claire sur la table. Et aujourd'hui, les logements sociaux qui sont en cours de construction, il y a à peu près 900 logements sociaux qui sont en cours de construction sur des financements propres ou sur des financements auprès de banques de la place. Et les loyers qui sont consentis dans ce cadre-là varient entre 5 000 à 25 000 parce que vous avez affaire à une population qui n'est pas homogène et selon le revenu de ces populations,
les loyers qui sont identifiés sont entre 5 000 et 25 000 francs Djibouti. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les chers collègues, honorables députés. L'honorable député Hassan a interpellé sur la gestion des structures sanitaires. Je voudrais juste lui dire que la gestion des structures sanitaires qui en compte environ 70 est bien différente qu'il semble les questions posées. Cependant, vous avez vous-même reconnu l'effort consenti par le gouvernement en matière de santé et la santé est une priorité nationale. La mission du ministère de la Santé consiste à améliorer le quotidien de nos concitoyens, et c'est la feuille de route assignée à mon département par le chef de l'État. Je pense faire de mon mieux pour améliorer leur quotidien, même ceux des régions de l'intérieur. Et pour preuve, je commençais d'abord parce que je suis de ce département et il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas me reprocher d'avoir disponibilisé les médicaments. Il n'y a plus de rupture de médicaments. J'ai disponibilisé par ailleurs les consommables réactifs pour les malades dialysés. C'est la première fois aussi que les malades tuberculeux multirésistants en bénéficient des traitements. Concernant les régions de l'intérieur, c'est la première fois aussi que dans les régions de l'intérieur, il y a 3 médecins. Ces 3 médecins ont pour mission un médecin pour le CMH de la région, un médecin que j'ai installé dans des postes de santé intermédiaires, c'est-à-dire pour la région d'Arta, je viens d'installer un 3e médecin à Demerjo. Pour la région d'Ali Sabié, je viens d'installer un 3e médecin à Holhol. Pour la région de Dikil, je viens d'installer un 3e médecin à Yoboki. Pour la région du district d'Obok, un 3e médecin à Wadi. Et pour la région de Tadjoura, un 3e médecin aussi dans la région de Dora. C'est pour la première fois aussi que quotidiennement, mensuellement, j'organise des consultations spécialisées dans les régions de l'intérieur et demain, déjà, il y a eu des consultations spécialisées qui ont été menées par des ophtalmologues, par des gynécologues et par des pédiatres, aussi bien à Demerjo qu'à Holhol. Et demain, mardi, ces mêmes médecins et spécialistes seront dans les régions de Yoboki. Je pense, et concernant l'hôpital général Pelletier, c'est pour la première fois que j'ai rassemblé l'ensemble des services concernant les besoins, c'est-à-dire la salle d'attente, les salles de consultation, les services de radiologie, les services de laboratoire, les services d'échographie à l'intérieur du même bâtiment. Donc, je pense faire de mon mieux et j'aurais souhaité à ce que je n'ai pas la prétention d'avoir résolu tous les problèmes de la santé, mais j'aurais souhaité à l'honorable député qu'il me fasse des propositions que de parler dans les vides comme ça. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame la députée Achdabar a posé la question concernant la drogue des jeunes. C'est vrai, c'est un fléau qui frappe la jeunesse djiboutienne, mais pas uniquement à Djibouti. C'est un fléau qui est mondialement connu et que les politiques publiques en matière de la jeunesse rencontrent de par le monde. Donc ce n'est pas uniquement un fait djiboutien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est un écart de comportement fait par un jeune. La responsabilité du gouvernement, en ce sens, est d'abord de prévenir ces fléaux, de sensibiliser les jeunes à ne pas consommer et à ne pas sombrer dans la consommation de ces produits illicites.
Deuxièmement aussi, il est aussi de la responsabilité du gouvernement de réprimer les gens qui vendent les drogues donc, aux jeunes. Le gouvernement a mis en place une stratégie nationale visant à protéger les jeunes. Il y a un arsenal juridique. Récemment, il y avait le code de protection des mineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la drogue est consommée majoritairement par des jeunes qui ne sont pas à l'école. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui consomment aussi en dehors des heures de cours, mais ils sont vraiment très très minimes. Donc c'est le fait de dire que toute la jeunesse djiboutienne a succombé à ces fléaux. Donc ce n'est pas un avis que je partage. Mais il y a des jeunes qui consomment la drogue, mais ils sont vraiment très minimes. Ils sont vraiment très minimes et le gouvernement a pris aussi ses responsabilités. Nous avons sensibilisé, nous sensibilisons les jeunes dans les écoles. Le ministère de l'Éducation aussi pourra aussi dire quelque chose. Au niveau des écoles aussi, il y a des jeunes qui sont responsabilisés à ce qu'ils ne puissent pas sombrer dans la consommation de drogues. Il y a le ministère de l'Intérieur aussi qui réprime les vendeurs et les dealers de drogue. Chaque jour, donc la police fait, madame, son travail. Mais malheureusement aussi, ce qu'il faut dire, je suis en train de répondre, madame. Le gouvernement a fait de sorte à ce que les jeunes puissent ne pas sombrer dans la drogue, grâce aussi au développement des infrastructures sportives. Il faut occuper ces jeunes. En dehors de l'école, quand ils sont à l'école, donc ils étudient, mais en dehors des écoles, il faut aussi leur donner, il faut faire en sorte à ce qu'on puisse les occuper. Les CDC et les infrastructures sportives sont là pour cela. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui fréquentent les CDC, participent aussi aux activités communautaires, comme nous avons fait aussi à l'ICB. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont construit leur propre infrastructure sportive. Donc cela veut que aujourd'hui nous puissions responsabiliser nos jeunes. Le meilleur moyen d'empêcher un jeune d'avoir un écart de comportement est le fait qu'il faut très tôt le responsabiliser. Grâce à cette politique que le président de la République a mis en place, donc nous avons pu aujourd'hui avoir au sein de la jeunesse djiboutienne des compétiteurs au niveau international. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en retard, mais aussi il faut voir aussi les jeunes qui ont réussi. Pour ce qui est des infrastructures, nous avons développé, comme j'avais dit, des infrastructures communautaires. Aujourd'hui, le CDC existe partout. Parallèlement aussi, nous avons développé les infrastructures sportives. Prochainement aussi, nous avons déjà commencé la construction de 15 plateformes supplémentaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas rares sont les quartiers, les régions, les communes qui ne disposent pas des infrastructures sportives. Le meilleur moyen de prévenir ce genre de fléaux, c'est qu'il faut d'abord sensibiliser les jeunes et par la suite les occuper. Donc, ce travail est fait parallèlement, ensemble, entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. En ce qui concerne après, donc pour les irréductibles, c'est que l'on ne peut pas traiter par la sensibilisation et la prévention. Le ministère de l'Intérieur est là pour réprimer ces genres d'actions. Donc, je crois avoir répondu, madame, à vos questions et inquiétudes. Et je vous prie aussi, comme vous avez utilisé des mots échec et aussi des politiques qui peuvent aussi être ébranlées. Nous sommes un jeune pays et le jeune, de plus en plus, il grandit.
mais il ne s'ébranle pas. Je vous remercie. Le ministre de l'économie et des finances, Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, honorables députés. Je vais répondre très rapidement à une question qui a été posée par Honorable Dera concernant l'usine de carrelage Il Giorno, pour ce qui concerne en tout cas de ces deux sociétés, de ces deux industries. Effectivement, ces deux industries sont fermées, ces deux unités sont fermées. Elles sont fermées parce qu'elles ne répondaient pas aux critères d'une exploitation saine d'une entreprise viable, compétitive. Ceci étant dit, pour ce qui concerne la société Il Giorno, il y a eu une démarche de cession de cette société à des opérateurs privés qui est en cours, en phase finale, je veux dire même, et elle sera reprise avec le soutien du gouvernement. Pour celle du carrelage, vous connaissez son histoire. Il nous faut trouver une solution et je pense que nous sommes sur le chemin de la solutionner également en modifiant légèrement, mais à travers un secteur privé qui soit en même de développer une activité compétitive et qui soit exploitable d'un point de vue économique et financier. Je ne vais pas m'étaler sur le détail de l'essence de ce projet, ou en tout cas de leur genèse. L'idée, j'avais antérieurement parlé, l'idée d'avoir Il Giorno, si je dois insister sur cette usine, elle émane naturellement d'un projet initié par le président lui-même. À l'époque, le Premier ministre également était ministre de l'Agriculture, pour que la ville d'Ali-Sébié puisse être approvisionnée en eau potable, puisque la ville fait face à l'approvisionnement d'une eau suffisante et de qualité. Donc un investissement colossal a été mis en place, notamment sur le traitement de l'eau jaunâtre d'Ali-Sébié. On a fait en sorte à ce que Al-Sabir puisse être approvisionné, mais afin de faire face au coût d'exploitation de cette usine de l'ONEAC, qui travaille sous osmose inverse, il a été décidé de mettre en place une unité d'embouteillage susceptible donc d'amortir le coût d'investissement de ce projet initial. C'est dans ce sens-là que cela a été fait, mais ça n'a pas été fait d'un point de vue purement commercial. D'où, plus tard, ces coûts supplémentaires, parce que travaillant sous combustible diesel, elle ne peut pas être compétitive sur le marché par rapport à d'autres producteurs de l'eau. Ensuite, on sait qu'est-ce qui s'est passé. La gestion administrative de cette usine a rendu également cette situation où elle se trouve. Je le répète, ce n'est pas le travail du gouvernement à s'occuper de ces usines, de ces projets commerciaux. Notre gouvernement, on doit accompagner les opérateurs pour faire gagner la gestion privée. Mais ce n'est pas à nous de nous substituer, et c'est pour cela que la décision a été prise pour laisser ce travail à qui de droit, c'est-à-dire les secteurs privés qui sauront investir et qui sauront gérer, on l'espère, mieux que nous, mais on va quand même rester vigilant par rapport au nombre d'emplois qui seront maintenus, par rapport à leur diversification, par rapport à leur production supplémentaire. Si vous m'autorisez, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je serais tenté de rebondir sur le développement des régions d'un point de vue économique. Vous n'êtes pas sans savoir que
un projet d'envergure et en cours, et dans nos projets de développement futur, le bloc économique régional en tant que tel représente une priorité. La décentralisation d'un point de vue économique reste une priorité. Un fonds qui est appelé FED 11, c'est-à-dire 11e FED européen, 11e Fonds européen de développement, il a été multiplié quasiment par 3. On est à 105 millions d'euros pour les années à venir, pour les 4 années à venir. Et 75% de ces montants seront dédiés principalement au développement des régions d'un point de vue voirie urbaine, mais également de développement de tissus économiques qui permettent en tout cas de créer suffisamment de ressources et de réaliser ainsi une croissance inclusive. C'est la stratégie du gouvernement, c'est le travail sur lequel on est en train de nous y atteler, et je pense que dans les années à venir, on verra un peu une tendance qui soit modifiée. C'est vrai, les routes sont nécessaires, c'est vrai, des activités économiques sont nécessaires, c'est vrai, la capacité et la construction d'une capacité humaine également reste indispensable, mais c'est vrai, la décentralisation d'un point de vue gestion de ces installations ainsi que de leur suivi reste la priorité numéro 1. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les députés, chers collègues. L'honorable Ali Chehim a soulevé, dans le secteur de la pêche, la surexploitation du poisson et en l'occurrence par des chalutiers étrangers, bateaux, pavillons djiboutiens ainsi que des Yéménites en provenance de la péninsule arabique. Je voudrais d'abord lui rassurer que d'après l'évaluation des ressources halieutiques de la République de Djibouti, nous pouvons pêcher 45 000 tonnes de poissons toutes confondues sans dégrader les ressources halieutiques. Jusqu'à ce jour, au niveau de Djibouti, nous pêchons que 2000 tonnes par an, ce qui représente à peine 4%. Si on ajoute, bien que le nombre de Yéménites qui viennent à Djibouti d'une manière illégale commence à diminuer en raison de l'efficacité de notre garde-côte, cependant, je peux estimer 1000 tonnes par an qui sont exploitées illégalement. Vous ajoutez, ça fait 3000 tonnes. 3000 tonnes, ça ne dépasse pas 6%. Quant aux chalutiers étrangers bateaux pavillons djiboutiens, ce sont deux flottilles de pêche. Ils ne pêchent pas, c'est interdit en République de Djibouti de pêcher avec le filet maillon pour arracher les coraux, je dirais les poissons, les coraux et toutes les infrastructures, les mangroves et tout ça, pour qui servent de niche aux poissons. C'est interdit. Ils pêchent avec ce qu'on appelle en termes techniques palangre, la seine, des filets de pêche groupés. Ce n'est ça qu'ils utilisent. Et deuxièmement, ils amènent 30 tonnes par semaine de poissons au maximum, les deux flottilles. Mais ce qui est destiné pour l'exportation, nous avons signé des concessions, des accords avec les pays voisins de la région, Puntland et Somaliland. Nous allons, ces flottilles de pêche, ainsi que d'autres qui vont arriver, ils vont pêcher, il y a des accords, c'est pour faire l'industrie de transformation du poisson à Djibouti, créer des emplois et l'exporter à l'étranger.
mais je dois dire que, compte tenu de la situation, je voudrais lui dire que plutôt, il faudrait développer la pêche et mettre l'accent sur ce secteur, cette filière. Parce qu'on nous reproche que les poissons qui sont capturés dans la région nord, dans la région de Rassian, Khorongar, Doumera, les poissons sont de 1 mètre et 1,20 mètre. On nous reproche que le poisson meurt de vieillesse, faute d'avoir trouvé un pêcheur djiboutien pour les capturer. Je dirais également pour les espèces qui ne sont pas consommées par les Djiboutiens, mais à haute valeur, riches en protéines, je dirais aussi pour terminer que les poissons nobles qui ne sont pas consommés par les Djiboutiens, qui sont les anchois, les poissons chirurgiens, je peux continuer, barracuda, et puis je l'ai ici, requin, rouget. Ce sont des poissons nobles dans d'autres pays. Je dirais également que ces poissons meurent de vieillesse également, faute d'avoir trouvé un Djiboutien pour les consommer. Je dirais que maintenant, la politique du gouvernement est de développer... Je t'amène 1 mètre chez toi. Je voudrais terminer que la politique du gouvernement, tout Djiboutien, nous l'orientons vers la mer. Nous avons fait des études. Il y a un programme de plus de 15 millions de dollars pour réhabiliter les pêcheries existantes en mettant en place des concentrateurs solaires, fabriques de glace, chambres froides. Il est prévu des embarcations de pêche. Il est prévu également la création de fermes d'élevage. Nous souhaiterions que des Djiboutiens, députés ou autres, viennent au ministère de l'Agriculture pour voir, nous les invitons à ce qu'ils puissent pêcher en République de Djibouti. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, à qui je réitère mes félicitations, honorables députés parlementaires, Mesdames et Messieurs, l'honorable député Abdi a posé un certain nombre de questions. J'ai retenu 4 éléments dans ces questions. D'abord, un premier élément qui est très encourageant, celui où il reconnaît que nous avons aujourd'hui une université avec 8000 étudiants. Je pense qu'il faut revenir tout d'abord à l'historique, parce qu'on parle des critiques, mais il faut également parler de ce qui a été fait par l'État djiboutien et de ce qui est positif. Et nous avons tendance à ne pas toujours insister là-dessus. Rappelez-vous, en 1977, le nombre de bacheliers qui sortaient du lycée de Djibouti se comptait sur le nombre de doigts. Rappelez-vous, étant moi-même à cette période-là, vers ces périodes-là sorti, il n'y avait que le lycée de Djibouti, il n'y avait même pas le CES de Boulaos qui commençait. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4000 bacheliers qui sortent chaque année. Le président de la République avait insisté à ce qu'il y ait un enseignement supérieur en République de Djibouti. Personne n'y croyait. On a commencé par le pôle universitaire de Djibouti, où les cours venaient de la France, où nos enseignants étaient des simples répétiteurs, c'est-à-dire qu'ils apprenaient le texte par cœur et ils répétaient aux étudiants ce que les enseignants français leur présentaient, soit en vidéoconférence, soit ce qu'ils leur transmettaient sur papier. Aujourd'hui, nous avons environ, et bientôt, 100 docteurs djiboutiens, toutes matières confondues. Aujourd'hui, nous pouvons également nous honorer d'avoir un certain nombre de filières, ce qui me permet d'entamer, de toujours parler des acquis. Nous avons, et je voudrais le réitérer, réussi à mettre en place une faculté de médecine. Nos premiers médecins diplômés ont soutenu leur thèse, 18 d'entre eux ont soutenu leur thèse déjà, et donc nous avons les premiers médecins djiboutiens. Personne n'y croyait, nous avons cru et nous continuons à croire pour améliorer les plateaux techniques pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions.
Nous avons également mis en place une faculté d'ingénieurs. Le Fonds saoudien nous a accompagnés parce que, et je prends à témoignage le Premier ministre, c'était un des meilleurs projets qui a été présenté et les financements ont été accordés pour que les équipements, la pédagogie, l'infrastructure soient financés sur ce projet-là. Nous avons également entamé cette faculté en apprenant à nos étudiants l'anglais, ce qui m'ouvre l'opportunité de parler de l'adéquation formation-emploi parce que quand il y a des emplois, on nous dit « mais vos ingénieurs ne parlent pas en anglais, vos ingénieurs ne parlent que le français et ils sont disqualifiés d'office ». Donc nous avons maintenu à diversifier nos potentialités et à donner à nos ingénieurs la possibilité de parler une langue qui leur permet de trouver des emplois et de communiquer pour les futurs emplois dans lesquels ils vont avoir accès. Nous travaillons également sur une école de commerce parce que Djibouti est une zone très importante pour le commerce et nous sommes en train de travailler sur une école de commerce de très haute qualité qui puisse être, tout en étant une école d'excellence, ouvrir à nos meilleurs étudiants la possibilité de travailler dans les banques, de travailler dans tous les secteurs importants. Nous travaillons également dans la mise en place avec mon collègue de la santé sur un centre hospitalo-universitaire pour que justement cette faculté de médecine puisse non seulement être une unité d'enseignement, mais une unité de recherche et une unité de soins. C'est que comme ça que nous arriverons, et il y a quelques jours nous avons fait une formation avec nos médecins spécialistes et on était impressionnés par la qualité des données qu'ils avaient sur un certain nombre de maladies, mais qu'on n'arrivait pas assez à publier ou à aller de plus en plus loin. C'est pour ça qu'un statut du médecin hospitalo-universitaire a été mis en place. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de progressions et je ne voudrais pas laisser le côté social qui tient énormément et à beaucoup de monde à Djibouti parce que nous sommes un petit pays, un pays pauvre certes, nous ne sommes pas le Qatar, mais nous travaillons chaque jour pour que nos étudiants, pour que nos futurs cadres puissent travailler dans de meilleures conditions et tous les étudiants, en tout cas la majeure partie des étudiants qui habitent à Balbala, aujourd'hui bénéficient d'un transport vers les universités, vers la faculté de médecine. Un élément important qu'il faut rajouter également, et ça c'est vraiment à l'honneur du président de la République, c'est les tickets repas. Ces tickets repas aujourd'hui permettent à des filles, permettent à des garçons d'être à l'heure dans leur école. J'habitais juste en face du lycée il y a quelque temps et certains ne pouvaient même pas rentrer à Balbala pour aller manger. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller manger sur place à Djibouti et de revenir rapidement sur leur lieu et de ne pas être en retard. Je disais encore une fois, nous ne sommes pas le Qatar, mais nous faisons avec les moyens que nous avons. Certes, ce n'est pas parfait. Certes, il y a des gens encore qui sont en marge, mais nous continuons à les identifier parce que nous avons mis une cellule d'écoute sociale au niveau de l'université avec la ministre déléguée à la solidarité pour repérer les gens les plus en plus vulnérables parce que les Djiboutiens est d'abord digne. Certains étudiants n'osent pas venir parler de leurs problèmes et on essaie de les identifier et de les mettre en assurance pour qu'ils puissent en parler. La deuxième question qui est très importante, honorable Abdi, vous avez parlé d'un problème, Mahdi, pardon, comme mon fils. Cette question a le mérite, et toutes les questions qu'il a posées, d'être claires, donc je vais essayer de répondre de façon claire et précise. La première chose, c'est que quand un étudiant arrive à l'université, on s'est rendu compte que certains n'avaient pas ni les acquis, ni les prérequis pour entrer à l'université. De deux choses, où on laisse ce gamin rester à l'université perpétuellement et au bout de 2 ans on lui dit « tu as été gentil, ma salama, tu peux partir », ou bien on a mis en place une commission et tous ceux qui n'ont pas la possibilité de redoubler, cette commission a essayé d'abord de voir les absences et les capacités de redoublement. Et quand ce gamin a été absent un certain nombre de fois, qu'il n'a pas suivi ses cours, je pense qu'il est légitime de ne pas encore le garder à l'université. Peut-être qu'il y a des cas qui, parmi ceux-là, il y a un problème, mais je vais vous parler des alternatives que nous avons trouvées pour ces étudiants-là. L'autre élément important, c'est maintenant les alternatives. La première alternative qu'on a identifiée, c'est qu'on a mis en place une formation continue le soir, pour que ces étudiants ne soient pas exclus. Vous me direz, certains ne peuvent pas payer, j'en conviens. Donc il faudrait qu'on trouve, ça c'est la première alternative, comment ces enfants qui ne peuvent pas payer, comment on peut les aider, comment on a fait des bourses pour l'université. L'autre élément important, c'est nous sommes en train de travailler sur un projet pour que ces étudiants qui arrivent et qui ont des difficultés, qu'ils aient une année préparatoire à l'esprit de l'université. Comment travailler à l'université, comment réussir, comment être coaché
par un étudiant ou par un enseignant pour qu'il puisse réussir dans la vie et ne pas être exclu. Et ça, je vous remercie pour cette question, parce que chaque étudiant est d'abord et avant tout un compatriote. Pour moi, c'est un fils. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir la conscience tranquille de laisser des étudiants en marge. Il faut trouver des alternatives. Maintenant, est-ce que l'université est la seule issue pour chaque enfant? Parce que nous avons le malheur dans ce pays, tout le monde veut aller à l'université, parce que être futur cadre, c'est ce qui est le mieux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui paye. Malheureusement, c'est les gens qui ont des formations techniques, c'est ceux qui réussissent et qui ont aujourd'hui un emploi. C'est pour ça qu'il faut également qu'on travaille, on est en train de regarder avec mon collègue de l'Éducation nationale, comment renforcer la formation technique et comment créer des instituts de formation supérieure, comme par exemple, je prends l'Institut de sciences de la santé, où la plupart des étudiants qui sortent, parce qu'il y a une demande sur le marché, trouvent rapidement un emploi. Et nous sommes en train de travailler à ce niveau-là pour que des Bac plus 2, Bac plus 3 puissent trouver rapidement un emploi. Et par exemple, au niveau de l'UIT, on a partagé l'UIT en deux, celui qui est plus logistique, transport, technique, et ceux qui sont dans l'administration pour pouvoir mieux encadrer ces étudiants. Le troisième élément que vous avez posé, c'était le problème des qualifications. Il n'existe pas aujourd'hui un pays dans le monde qui a trouvé la solution parfaite entre l'adéquation formation-emploi. Mais comme on est une université jeune, nous avons la possibilité de vite se réadapter. Dès que le président m'a nommé à ce ministère, dans ce ministère, nous avons changé 19 maquettes pour leur donner justement une consommation beaucoup plus professionnalisante. Et nous avons œuvré pour créer justement la faculté d'ingénieurs pour que nos étudiants, quand ils sortent, ils puissent être orientés vers les emplois de demain. Vous les avez cités et je ne vais pas revenir là-dessus. Le dernier élément, et je m'arrête, Monsieur le Président. Quels débouchés? Les débouchés existent. Maintenant, quand un étudiant sort de l'université, il faut qu'il soit préalablement formé. Et c'est là où je pense que c'est un appel à tout le privé dans ce pays-là de nous aider. J'ai vu ça en Turquie, où le privé investit dans les centres de formation, investit dans les universités pour accompagner l'État à créer des formations. Par exemple, j'ai besoin d'un type de soudure particulier dans le milieu maritime. Ces privés doivent également s'inscrire au niveau de l'université et nous aider à mettre en place des formations où ils peuvent eux-mêmes intervenir pour que nos étudiants, quand ils sortent de l'université, il y ait cette adéquation formation-emploi, mais avec un accompagnement du privé. Je pense que nous devons mobiliser toutes les énergies, mobiliser tous les gens qui voudraient accompagner ce pays vers le développement et qu'on puisse ne plus parler de chômage. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, honorables députés, je dois d'abord rappeler que l'émission et la régulation de la monnaie et de la masse monétaire incombent à la Banque centrale de Djibouti. Et la Banque centrale est un organe indépendant qui ne dépend d'aucun ministère. Donc, si j'interviens, c'est pour satisfaire les parlementaires et particulièrement le député Mahdi qui a posé la question de savoir s'il n'y a pas un risque de dépréciation de notre monnaie quand, sous l'effet de l'usage qui est fait du birr éthiopien sur le corridor Djibouti-Addis Abeba. Je dois rappeler ici que la monnaie fait partie des symboles des États, comme l'emblème qui est ici derrière moi, le drapeau, l'hymne national. Donc c'est un symbole fort et vous savez que dans les pays fédéraux, des gouvernements fédéraux ou d'organisations institutionnelles fédérales, la monnaie elle est toujours au niveau, c'est ce qui n'est pas délégué aux régions ou aux départements ou aux États fédérés. Donc la monnaie fait partie de ces symboles forts. Cependant, dans un monde globalisé, il faut savoir le rôle que joue la monnaie. La monnaie, elle joue plusieurs
rôles, plusieurs fonctions dans la théorie économique. Le rôle qui nous intéresse ici est notamment le rôle que joue la monnaie sur le corridor est un rôle transactionnel. C'est-à-dire que cette monnaie, si elle est utilisée sur le corridor, c'est qu'elle rend un service d'échange des marchandises entre un acheteur et un vendeur, un commerçant et un client. Donc c'est cette facilité qui est recherchée. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas des études qui ont été faites sur le corridor. Pourquoi les commerçants djiboutiens et les transporteurs éthiopiens utilisent le birr éthiopien? Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de bureau d'échange. Et pourquoi il n'y a pas de bureau d'échange? Les bureaux d'échange, vous savez, ils sont privés. Ce sont des institutions privées, ce ne sont pas des institutions publiques. S'ils ne sont pas sur le corridor, c'est parce que ce n'est pas rentable. Un bureau d'échange n'est pas rentable. S'il serait rentable, il y aurait la concurrence, comme nous savons pour d'autres produits. Donc, la fonction qui est recherchée, je disais, c'est la fonction transactionnelle. Elle facilite le commerce pour les Éthiopiens. Il faut qu'on compare le bienfait et notamment le problème qu'a évoqué le parlementaire ici, qu'il s'agit de la dépréciation. Moi, je pense que si le birr éthiopien est utilisé sur le corridor, il répond il est bénéfique pour le commerçant. Il y a énormément de transporteurs éthiopiens qui viennent avec quelques billets des banques éthiopiennes pour manger dans les restaurants, pour se servir, et parfois pour approvisionner leur famille des marchandises comme les produits alimentaires. Ces produits alimentaires, il faut savoir, ils sont taxés. Et donc, c'est bénéfique à la fois pour le commerce djiboutien, pour le commerce de notre pays. Ça permet aux commerçants djiboutiens de faire des commerces avec l'Éthiopie, mais aussi, comme on vend des produits déjà taxés, les camionneurs éthiopiens transportent des produits déjà taxés, soit en contrebande, soit autre chose. Donc, je pense que c'est bénéfique à la fois pour les commerçants et pour l'État. D'un autre côté, quand on parle de dépréciation, il faut savoir par rapport à quoi. Il faut avoir un référentiel. La monnaie djiboutienne, quand elle se déprécie, c'est par rapport au dollar. Par rapport au dollar. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu, on n'a pas remarqué, et la Banque nationale n'a pas signalé qu'il y a eu un effet négatif de la monnaie éthiopienne sur la monnaie djiboutienne. La dépréciation, parce que la masse monétaire djiboutienne, ce sont les billets des banques en circulation, et je pense que la quantité de monnaie de birr éthiopien en circulation est tellement faible qu'elle n'a pas d'incidence majeure sur la valeur de notre monnaie par rapport au dollar. C'est-à-dire que notre système monétaire et notre système bancaire arrivent à absorber puisque le commerçant djiboutien qui encaisse en birr, le lendemain il part à la banque pour échanger contre des francs en Djibouti ou contre des dollars. Donc notre système arrive à absorber cette quantité de birr éthiopiens en circulation, et je dois dire à monsieur le parlementaire qu'il n'y a aucun problème de dépréciation signalé jusqu'à aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ici donner quelques indications sur des questions qui ont été posées et ainsi que les réponses. En effet, au moment de la création de la société d'eau d'Ali Sabié, j'étais encore directeur, je n'étais pas encore ministre. Donc j'étais plutôt à la veille, mais j'étais encore directeur. Et en ce moment-là, la question était la suivante. Depuis déjà plus de 10 ans, voire 15 ans, on était en train de chercher une solution, comment alimenter le chef-lieu de la région d'Ali Sabié. Parce que c'était un problème qu'on n'a pas pu résoudre
bien avant moi, ça a été fait. Moi, je suis arrivé, effectivement, on a fait beaucoup de forages à l'est de la ville. Donc, qui dit osmose inverse, c'est-à-dire que vous êtes en train de ne pas laisser l'équilibre osmotique se mettre en place. Donc, vous exercez une pression telle que pour cela, il y a une demande énergétique qui doit en découler. Et cela veut dire que cette demande énergétique est trop importante, mais on se dit quand même, il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser toute une population dans la soif. On va prendre les taureaux par les cornes, et on a fait ce travail-là. Ce travail a consisté donc disons, à dessaler cette eau, et vers la fin de par osmose inverse bien sûr, mais vers la fin, on s'est dit, mais l'eau qu'on est en train de donner à la population, pourquoi ne pas faire 5% de cette partie en eau embouteillée, 5%, c'est tout. Et le reste, c'est pour la ville. C'est comme ça qu'on a mis en place la CEBAS. Ce n'est pas du tout pour un but commercial. Non, ce n'était pas pour un but important de logements sociaux qui sont en cours, et nous allons parler en son temps. Et tout ça parce que il y a un programme qu'on appelle Zéro Bidonville, initié par la secrétaire d'État au logement, et qu'on doit donc arriver à trouver des solutions à tous les niveaux. D'abord, construire des logements, mais avant de construire, c'est viabiliser les zones. Viabiliser, cela veut dire d'abord il faut amener toutes les infrastructures de base, les routes, l'eau, l'électricité, et ensuite on construit. Donc ce sont des programmes qui sont en cours, et nous allons sûrement débattre dans cette auguste assemblée. En ce qui concerne la formation supérieure, notamment la formation scientifique et notamment les ingénieurs. C'est vrai que nous avons lancé des infrastructures importantes dans le pays, les routes, les chemins de fer, les aéroports. Tout ça demande quand même des ingénieurs pour la gestion, même pour le suivi de ces programmes. Et l'école d'ingénieurs donc verra bientôt le jour, mais il y a déjà une bonne vingtaine d'ingénieurs qui ont été formés à l'étranger, pour lesquels nous avons trouvé déjà une solution avec le ministre du Travail et le ministère du Travail qui a trouvé une solution pour dire que ces gens-là, nous allons les insérer dans les différents départements ministériels. À l'heure où je vous parle, il y a 0 ingénieur au chômage. En parlant de l'institution qui est le Parlement djiboutien, l'Assemblée nationale, on disait qu'elle joue pleinement son rôle. En effet, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle. Mais nous déplorons que depuis un certain temps, les textes de loi qui ont été discutés par le gouvernement et qui ont été transmis à l'Assemblée nationale, avant que cette loi soit d'abord discutée en commission, après en plénière, et après une fois donc, disons, discutée et acceptée, elle doit être promulguée. Et après doit apparaître sur le journal officiel. À partir de ce moment-là, on peut dire que cette loi est publique. Mais arrivé au sein de l'Assemblée nationale, déjà,
un certain nombre de personnes, ils l'ont déjà mis sur leur Facebook ou sur leur truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons rien à cacher. Puisque en réalité, si la loi est refusée par le Parlement, elle ne peut pas être publique.